Nous Bonjour à t'écoutons. tout le monde et puis merci de m'avoir invité in extremis, hein. D'ailleurs, ça s'est beaucoup compliqué par la suite parce que mon ami Michel Roche, il s'est foulé le pied, il est sur béquille, il ne pouvait pas venir. Et puis alors il m'a demandé de faire sa présentation que j'ai reçue hier soir. Alors c'est un peu compliqué de faire la présentation de quelqu'un d'autre, mais je tente, c'est un défi, j'adore les défis. Alors, on commence d'abord avec une vidéo qu'il a fait sur le Slake Test, c'est-à-dire un test aussi qu'on utilise dans notre association pour, disons, voir disons, les agrégats du sol que tout le monde peut faire. C'est très simple, hein. D'ailleurs, on a une version encore plus simple sur notre site que tout le monde peut faire et c'est un test qu'on peut faire en bout de champ, hein. OK, bon, lance le. Bonjour, je vous propose de faire ensemble une expérience qu'on appelle en anglais le slide test. Son but est de voir comment se comporte un sol dans un milieu humide. Alors vous avez devant vous deux mottes à peu près identiques, prélevées quasiment au même endroit comme vous pouvez le voir. En haut à gauche, la caisse du fond, c'est la parcelle labourée de mon voisin. Et quelques mètres à côté, en avant, c'est ma parcelle qui est depuis 8 ans cultivée selon les principes de l'agriculture de conservation des sols, sans labour. Je vais mettre les deux mottes dans les récipients. On voit bien ici des trous de vers de terre qui confirment qu'elle vient bien de la parcelle non labourée. On voit d'ailleurs déjà quelques grumeaux qui se détachent de la motte. Et la motte de la parcelle labourée que je mets dans ce récipient. Pourquoi je fais ce test? Parce que sur cette parcelle, j'ai changé ma méthode de travail il y a maintenant 8 ans, car j'avais de gros soucis avec la gestion de l'eau. C'est une parcelle qui a une structure qu'on appelle battante. Le sol est composé à peu près de 40 à 45% de sable et à peu près la même chose de limon, avec une teneur en argile moyenne de à peu près 13%. Cela dépend des endroits de la parcelle car elle est très hétérogène. Comme vous pouvez le constater, on voit déjà très bien le comportement des deux modes qui est fondamentalement différent. Le souci numéro un sur cette parcelle, c'était la formation de croûtes de battance. Le sol, sous l'action de la pluie, n'avait pas de tenue et une fois sec, une croûte se formait à la surface. Comme vous pouvez le voir sur la photo, quand cela se passait entre le semis et la levée de la culture, c'était assez catastrophique. On va maintenant observer le comportement des mottes dans le temps, mais comme vous pouvez le voir, pas besoin d'être spécialiste pour saisir la différence. Il est sur ma montre midi, on se donne rendez-vous dans une dizaine de minutes, puis dans les heures qui suivent afin de suivre l'évolution du test. Sur la gauche, comme vous pouvez le constater, l'eau est très trouble, alors qu'à droite, l'eau est restée claire et limpide. Vous pouvez vous imaginer ce qui se passe sur votre parcelle si vous avez de gros orages et qu'il y a une pente. Au niveau érosion, cela peut devenir catastrophique et la fertilité de vos sols peut se retrouver dans la rivière. Voilà, cela fait maintenant à peu près 1 heure que les mottes ont été mises dans les deux récipients. Qu'est-ce qu'on constate? Cette motte a déjà pas mal diminué, l'eau est très trouble et un dépôt de quelques centimètres s'est déjà formé au fond. Et puis de l'autre côté, il y a un petit dépôt, mais ce sont des petites mottes, mais l'eau est restée très claire. C'est ce qu'on appelle des agrégats, et ces agrégats sont liés ensemble par une colle organique qui est directement liée à l'activité biologique des sols. Les bactéries génèrent ce qu'on appelle des mucus, qui jouent un peu le rôle de colle organique ou biologique. Mais il y a également les champignons mycorhiziens qui fabriquent de la glomaline, surnommée par les Américains la superglue du sol. Tout cela est possible grâce au système racinaire des plantes qui excrètent une partie de l'énergie issue de la photosynthèse dans le sol sous forme de carbone constitué en grande partie de sucre, qui alimente la vie biologique de la rhizosphère.
En labourant, en travaillant intensément le sol, on oxyde, on brûle ce carbone très fragile qui sert de liant et de carburant à toute l'activité biologique du sol, elle-même génératrice d'une structure à base d'agrégats résistants à l'eau. C'était le sol que j'avais sur ma parcelle il y a 8 ans et aujourd'hui je suis très heureux d'avoir un sol qui se comporte comme cela. J'ai d'ailleurs pu le vérifier comme vous pouvez le voir sur la vidéo prise 48 heures après un orage de seulement 25 mm tombé en une demi-heure. Dans ma parcelle de soja, il n'y a aucune trace de flaque d'eau, alors que dans la parcelle de mon voisin, le maïs a encore les pieds dans l'eau. Dans la partie labour, on peut constater qu'il n'y a plus de motte. On va sortir le support pour vérifier. Et d'ailleurs, on constate qu'il ne reste plus que des débris végétaux et quelques cailloux. Par contre, l'eau est très trouble et on constate la constitution d'un dépôt au fond, alors que dans la partie en agriculture de conservation, la motte est encore dans son support. On va également la sortir pour vérifier sa solidité. On voit quelques agrégats qui se détachent, mais l'eau reste néanmoins limpide. On va continuer l'expérience en laissant tout cela se décanter et on reviendra dans une dizaine d'heures pour faire le bilan de l'expérience. Voilà, après 16 heures de décantation, on constate que la motte est toujours présente dans la partie en agriculture de conservation, avec quelques agrégats au fond. Par contre, la motte a complètement disparu dans la partie labour, comme on a déjà pu le constater il y a une dizaine d'heures. Grâce à l'agriculture de conservation qui repose sur 3 grands principes qui sont l'arrêt du labour et un travail du sol réduit au strict minimum, la gestion des résidus de culture en surface et l'implantation systématique de couverts végétaux, mon sol a retrouvé la capacité à gérer l'eau et à retrouver une stabilité structurelle. Bon ben voilà, Michel vous a déjà fait un très beau discours sur ce qu'un sol devrait être et pourquoi il y a battance. La nature ne fait pas des sols battants, c'est que l'homme qui les fait. Et là, c'est le surtravail du sol et puis probablement aussi les techniques de fertilisation, etc., ont totalement désagrégé le sol. C'est devenu de la poudre et puis qui n'a plus aucune tenue, il devient battant et évidemment, après une pluie comme ça, c'est une catastrophe. Or, chez Michel, depuis qu'il a changé le fusil d'épaule, si on veut, ça s'est énormément amélioré. Alors, je vais maintenant faire sa conférence pour lui. Alors bon, vous pensez j'ai une barbe, mais j'en ai pas. Voilà. C'est plus allumé. Ouais, ok, c'est bon. Ok. La question, c'est encore la même. C'est les couverts et l'importance des couverts et pourquoi les couverts. Voilà. Il y a 2 schémas. Disons de vie du sol, où il y a la surface du sol dans la litière, c'est ici, pardon, voilà, c'est le mauvais bouton, voilà. C'est tout ce qui se passe dans la litière. Ici, on produit l'engrais pour les années à venir. Ça ne va pas nourrir la culture en place. On produit ici, tous ces micro-organismes produisent l'engrais pour les cultures à venir. En bas, ici, dans la rhizosphère, on produit la structure, un peu les étagères de l'arrière-cuisine. Ces bestioles-là, ici, sont nourries par les exsudats racinaires, c'est-à-dire notamment du sucre, et après, vous avez tout ce monde, mycorhizes, rhizophaires, symbiose, etc., qui crée le stockage, le lieu de stockage de cette alimentation qui est produite ici et qui va rentrer dans le sol. Une partie, évidemment, c'est la décomposition aussi des racines, qui, eux, se trouvent dans le sol.
Voilà, hein, vous l'avez ici, hein, la dégradation cellulaire après, disons, différents organismes. Je vais aller assez vite ici, hein, peut-être là, cette phrase qui est importante. Le sol est l'estomac de la plante. Et d'ailleurs, quelque chose de très curieux, aujourd'hui, on s'intéresse énormément à la liaison entre nos intestins et ce qui se passe dans le sol. Hein. Et surtout, la pharmacie s'intéresse énormément pour essayer de trouver l'antibiotique magique qu'on pourrait trouver dans le sol, isolé et le vendre à bon prix. Voilà, j'ai déjà parlé, c'est-à-dire en haut, on produit, en bas, on assimile et on stocke, et après on le relargue quand la culture en a besoin. Et on relargue uniquement quand la culture a besoin. Ici, vous avez des agrégats dont Michel a parlé, hein, c'est en différents grossissements. Ici, c'est un agrégat, vous voyez, à 3 mm, un agrégat stable qui résiste à l'eau. Il peut pleuvoir tant qu'il veut, cet agrégat-là va rester en place. Il ne va pas être lessivé. Ici, vous avez un grossissement de facteur 10, facteur 100, facteur 1000. Et puis, tous ces agrégats, c'est aussi des habitats. C'est les habitats des organismes du sol. Alors, quand vous cassez ça, vous cassez aussi la baraque d'énormément de bestioles qui vivent dans ce sol. Qui veut dire, c'est comme on vous cassez à vous la baraque. D'ailleurs, ce qu'on fait dans le Moyen-Orient aujourd'hui, je vous dis, les gens ne sont pas très heureux de vivre sans baraque et venir chez nous dans le froid. En plus, en même temps, on leur casse ou on leur spolie le gîte, hein, par la même occasion. Alors, comment faire les agrégats qui sont résistants à l'eau? D'abord, les particules du sol, les colonies bactériennes, les mycéliums et le chevelu racinaire. Et puis cette fameuse glomaline ou la superglue du sol qui colle tout ça ensemble et construit ces logements pour tous ces organismes du sol. Et chaque organisme en a besoin d'un logement différent. Alors dès qu'on commence à en casser un, évidemment, on casse toute la chaîne derrière et après, le sol ne fonctionne plus. Alors, c'est notamment les intercultures qui sont très importants. Le gros problème aujourd'hui en agriculture classique, c'est qu'on a pendant des laps de temps, il n'y a rien. Ce qui veut dire plus personne n'est nourri. Or, nous, on veut manger tous les jours. Hein, c'est logique. Hein, un animal veut manger tous les jours. Ben, les bestioles qui vivent dans le sol, ils aimeraient aussi disons, manger tous les jours. Heureusement, ils peuvent se retresser, ils peuvent, un ver de terre par exemple, quand il n'y a rien à bouffer et puis quand il n'y a plus d'humidité, il peut se recroqueviller et attendre que ça se passe. Mais pendant ce temps-là, il n'y a rien qui se passe. Alors si on veut que ça se passe tout le temps, il faut avoir de la végétation tout le temps, ou disons du moins la plupart du temps. Et surtout, il faut avoir du couvert, c'est-à-dire à manger tout le temps. Il faut toujours avoir quelque chose. Et ça, c'est le gros problème avec nos agricultures aujourd'hui, c'est que les périodes où il y a quelque chose à becqueter sont très courtes. Heureusement, et ça c'est une bonne chose, la législation aujourd'hui, je crois qu'on n'a plus trop le droit d'avoir des champs nus pendant l'hiver. Hein. Comment ça se passe ici dans la région? Hein? Bon. L'intention est là, mais la pratique n'y est peut-être pas toujours. Okay. Mais enfin, c'est très important qu'il y ait toujours quelque chose en place, il y a toujours un gîte, il y a toujours un couvert. C'est-à-dire, voilà, il faut toujours avoir quelque chose à becqueter. La fonction des couverts,
production de la biomasse, hein, c'est-à-dire c'est la photosynthèse. C'est d'ailleurs le seul processus sur cette planète qui produit de la matière nouvelle. Hein, rien d'autre. Tout le reste, on prend quelque part, on transforme et puis on met à la poubelle. La végétation, la photosynthèse, la végétation, c'est la seule source d'énergie sur cette planète. Et toute cette énergie qu'on consomme, qu'on a produite pendant des millions d'années, à un moment donné, elle n'est plus là, et de toute façon, ce système ne pourra pas être durable. Pour être durable, il faut revenir à l'agriculture. Il n'y a que, c'est la seule solution. Il n'y a pas une autre. Hein, il y a les deux sources, hein, la source de la partie aérienne des plantes, et puis il y a les exsudats racinaires, c'est-à-dire la plante, la plante, si vous voulez, c'est un éleveur bactérienne et mycorhizienne, c'est-à-dire qui produit de la nourriture pour tout ce monde qui vit en symbiose avec elle. Et la plante ne peut vivre que grâce à ces bestioles, à ces organismes. Ici, un graphique intéressant. Hein, vous avez ici la racine, et puis en fonction de la distance entre la racine entre la racine, vous voyez ce que vous trouvez. La fructose, hein, c'est-à-dire c'est le sucre vraiment très, très assimilable. Bon, vous le trouvez qu'en proximité, et puis au fur et à mesure vous vous éloignez, c'est le champignon qui fait en quelque sorte tout le système de réseau, hein, d'un sol est très lié aux champignons qui, eux, peuvent vivre très très loin et puis même, comme on nous a dit ce matin, relier plusieurs plantes ensemble. Ici, c'est issu d'un travail de M. Sequeira, hein, un agronome allemand, et lui, ce qu'il a surtout fait, il a étudié les plantes et leur enracinement pour composer des engrais verts qui, disons, colonisent le mieux possible le sol. C'est-à-dire, il y a des plantes qui font des racines qui vont très profond. Après, il y en a d'autres plantes qui colonisent plutôt la surface et après, il y en a beaucoup aussi au milieu. Ce qui est important dans le choix dans un engrais vert, qu'il y a un mélange de tout le monde. Les légumineuses ont plutôt tendance à avoir des enracinements profonds, hein, et puis ils produisent de l'azote. Et puis les graminées, ils ont plutôt tendance à avoir un système de surface. Or, ce qui est très important, c'est aussi d'avoir beaucoup de racines qui vont en profondeur. Et le grand problème avec, disons, toute la fertilisation minérale, c'est-à-dire la fertilisation avec des sels solubles, elle alimente, elle fait les plantes très, très paresseuses, puisqu'on la dépose toujours en surface. Alors évidemment, tout le monde est là à becqueter en surface. Ils sont comme nous, hein, ils sont paresseux. Hein, quand il y a des sucres ou des petits chocolats à la surface, ben, voilà, ils se servent. Et alors, les plantes deviennent paresseuses. Et ça, c'est un des gros problèmes aujourd'hui avec notre agriculture. On a fabriqué des assistés. Hein, et ces assistés, évidemment, ils ont du mal à produire sans les petites intraveineuses qu'on leur envoie tout le temps. Alors voilà, très important cette réflexion. Quand on fait des engrais verts ou des couverts, il faut avoir des plantes qui cultivent ou qui fonctionnent à différentes profondeurs et qui colonisent jusqu'à 2 mètres, 3 mètres. Hein, ici, hein, une plante, elle est à 3 mètres. Voilà. Hein, vous voyez, les graminées ont plutôt tendance à être superficielles, mais il y en a qui peuvent descendre à 3 ou 4 mètres. Hein. Il y a des blés dans un sol qui fonctionne bien, ça peut descendre à 2 ou 3 mètres. Mais ils ont énormément de chevelus en surface. Les légumineuses et les crucifères, d'abord, ils ont un système racinaire qui est beaucoup moins, disons, développé, beaucoup moins fin que les légumineuses.
mais les légumineuses ont tendance à descendre plus profond. Hein, vous connaissez tous la luzerne. Hein, voilà. Elle va très profond et c'est pour ça, l'été, elle reste verte parce qu'elle a les pieds dans l'eau, quoi, le fond des racines. Voilà, ici c'est un schéma. Hein. Bon, je ne vais pas tout vous traduire, hein, on en serait long, mais voilà. Ici, c'est les légumineuses, et là, c'est les non-légumineuses, c'est-à-dire il y a des graminées là-dedans. Ici, par exemple, c'est le sarrasin, c'est le numéro 7, là. Celui qui va vraiment très loin. Bon, ça, c'est un chou, hein, c'est un chou qui va très loin en profondeur, etc. C'est-à-dire non légumineuse. Là, vous avez toujours la masse racinaire est en orange, et puis la profondeur des racines est en bleu ou en turquoise, si on veut. Hein, c'est juste pour vous donner une idée. Je ne vais pas aller dans les détails de toutes ces plantes-là. Il y a des plantes très intéressantes, là, vous voyez. C'est le trèfle d'Alexandrie et le trèfle de Perse, 15 et 16. Hein, c'est un bon compromis, surtout, ils produisent aussi beaucoup de masse racinaire. Et c'est la masse racinaire, c'est la bouffe. Hein, voilà, c'est la quantité qu'il y a après à manger. Là, très intéressant, cette expérience qui vient à nouveau de M. Sequeira. Et M. Sequeira, ce n'est pas d'hier, hein, regardez, 1943. Hein, la plupart d'entre nous n'étaient pas encore nés. Alors, ce qui est très intéressant ici, quand vous regardez ici la structure biologique du sol, et il s'agit ici de la formation d'agrégats stables, c'est-à-dire ce qu'on a vu dans le test tout à l'heure. Comment faut-il faire pour faire des agrégats qui sont stables à l'érosion par l'eau, hein, à dissous par l'eau? Et alors, ce qui est intéressant, tout ce qui est, disons ça, c'est maïs, hackfruit, comment on dit, les plantes qu'on sarcle, hein, c'est les plantes, les plantes sarclées, voilà, c'est les plantes sarclées. Vous voyez, ça ne stabilise pas beaucoup le sol, hein, ça ne fait pas beaucoup pour former des agrégats. Tandis que les graminées, hein, ici vous avez le régras, par exemple, les graminées, hein, ça fait 5 fois plus, hein, ou 4 fois plus. Et après, vous avez nos céréales pas géniales, hein, c'est-à-dire céréales, là je dis blé, orge, tout ça, voilà. C'est mieux que les plantes sarclées, mais ce n'est pas génial. Ici, vous avez le trèfle blanc, c'est déjà mieux, hein, ça produit déjà plus de cette colle qui crée en quelque sorte les briques de l'habitat du sol. Le colza, presque étonnant qu'il y en a autant, hein, parce que ça n'a pas des systèmes racinaires énormes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ça. Ah oui, raps et colza. Hein, okay. J'oublie toujours un peu avec les langues. Hein. Alors, vous me demandez si vous ne comprenez pas. Ici, vous avez trèfle graminé. Okay. Alors, ici, il y a un effet symbiotique, c'est-à-dire 1 plus 1, ça ne fait pas 2, 1 plus 1, ça fait 3 ou 4. Hein. Vous voyez, quand il y a les deux ensemble, 70% des agrégats qui forment sont stables. Hein. Et ça, évidemment, c'est l'idéal, c'est-à-dire dans nos cultures, on devrait y penser, il faudrait toujours avoir un peu de ça. C'est comme ça, on reste stable. Si on ne reste que ça, évidemment, on a des sols, comme vous avez vu à gauche, hein, ça se décompose, ça ne tient pas. Bon, ça c'est le chemin qu'il a parcouru. Hein. Il nous a montré une partie dans sa vidéo, hein, c'est-à-dire en 82, hein, il était en plein dans le maïs monoculture d'année en année. Enfin, c'est là où il a commencé. Avec cette monoculture, bon, il avait encore 2% de matière organique, c'est-à-dire 1,5%, grosso modo 1,4% de carbone. Après, bon, il a dévalé la pente, hein, en quelque sorte. Arrivé en 2003, il y en avait déjà beaucoup moins. Et là, il a passé, voilà, arrêt labour 2004. Et là, il remonte la pente.
Voilà. Au lieu monoculture de maïs, maintenant, il a des rotations et on en verra quelques-unes. Enfin, ces rotations principales, on les verra tout à l'heure. Voilà, reconversion en bio en 2010. Il a apporté 25 tonnes de compost à ce moment-là. C'était pour lancer la machine. Mais c'est impossible en grande culture d'amener 25 tonnes de compost tous les ans. Hein. Même de les amener une fois, il faut déjà avoir le copain éleveur, etc., qui peut vous les fournir. C'est pas... Nous, on a un très bon bio dans la région où je suis. Génial, il travaille très bien, il a des bons rendements, mais bon, il a une relation avec un éleveur du coin qui lui fournit le fumier, échange avec paille et fumier. Il a des fientes des poulaillers. Hein, moi, je suis dans le Pays de Loire, on a énormément de poulaillers. Il utilise ça. C'est un peu comme du guano. Hein, c'est un peu comme du fertilisation très, très mobile, très agressif, hein, et qui fait un peu les mêmes effets que la chimie. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Hein. Le guano, ce n'est pas forcément mieux, beaucoup mieux que l'ammonitrate. Un peu mieux peut-être quand même, mais aussi c'est un engrais soluble qui casse les bâtiments du sol. Hein. Voilà. Voilà, reconversion en bio avec ces cultures et puis surtout association des engrais verts et des engrais verts avec beaucoup de plantes qui s'inspirent justement des travaux de M. Sequeira. Voilà, bon, ben, c'est un peu déjà ce qu'on a vu, hein, le pauvre voisin, hein, s'il était là, ben, il ne serait pas très heureux, quoi. Mais bon, il doit le voir tous les jours quand même. Hein, c'est lui qui en prend plein, mais bon, ça c'est ce qu'on a déjà vu. Hein, et vous voyez, la différence est énorme entre ce sol-là, c'est-à-dire, voilà, ça c'est le sous-sol en fait. Hein. On ne peut pas appeler ça un sol, c'est le sous-sol, hein, qu'il ramène en surface tous les jours, enfin tous les ans, et puis en plus avec ces techniques qu'il a totalement désagrégées. Et ça, c'est le sol de Michel en reconvalescence. Mais il n'y est pas encore, hein, il n'est pas encore là où il va être dans 5 ou 10 ans. Voilà, ici, hein, vous voyez la problématique du labour. Hein, souvent, hein, ou généralement, on finit par avoir cette semelle-là, ici. Le sol en haut est assez meuble. Là, on dirait, bon, assez friable, la structure n'est pas catastrophique. Mais le phénomène que vous avez vu dans la démo, dans la vidéo tout à l'heure, il joue ici. Les fins, ici, qui ne sont pas tenus dans des agrégats stables, ils descendent dans le profil avec l'eau et ils cimentent la zone de là où le travail s'arrête. Hein. Ça sert de tamis et puis on colmate le sol et puis là, vous voyez très très peu de racines qui arrivent à traverser, très très peu de galeries de vers de terre qui arrivent à traverser, ce qui veut dire une grande partie de l'arrière-cuisine, en fait, elle est fermée. Et comme elle est fermée, il n'y a rien à chercher en bas, ben, il faut l'amener dans le sac. Là, comme ça se présente chez Michel, c'est-à-dire aussi on est très meuble en surface, hein, une bonne structure grumeleuse, et puis après ça revient relativement compact, ou disons solide, mais quand vous regardez, il y a énormément, c'est un peu comme un fromage suisse, énormément de trous, des galeries de vers de terre qui descendent, les racines qui descendent, etc. Voilà, hein, vous voyez comment ça se présente. Hein, vous avez, hein. Là, ils ont compté, je ne sais pas, je crois que c'est sur la prochaine, je crois, ils ont quelque chose comme 500 ou 450 à 500 perforations de vers de terre au mètre carré, disons diamètre 3 mm. Alors, nous, on a fait des comptages chez les Vents, on avait trouvé jusqu'à 800, hein, c'est-à-dire un sol vraiment vivant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ah, pardon. Hein. Mauvais bouton. Voilà. Ça, c'est l'usine d'engrais. Et elle fonctionne toute l'année dans la mesure où il y a de l'ombre et de la bouffe.
Elle fonctionne toute l'année. Mais évidemment, dès qu'il n'y a plus d'ombre, quand il n'y a plus rien à manger, bah eux, repos, hein, ils se recroquevillent quelque part dans le profil du sol, et puis ils attendent que des temps meilleurs arrivent. Et ça, évidemment, ça, c'est aussi, je crois, il a un diapositif là-dessus. Voilà, enfin, voilà, ici, il a compté, voilà, c'est 500 trous de 3 mm. Hein. C'est un équivalent de 67 mm de diamètre. Alors là, il n'y a plus aucune question. Pourquoi chez lui, il n'y avait pas d'eau et chez le voisin, il y avait de l'eau? Attends, son drainage, mais attends, il fonctionnait parfaitement. Hein. C'était ça son drainage, c'est-à-dire 25 mm en une demi-heure, c'était rien. Hein. Ça partait. Et surtout, ça permettait de très vite distribuer l'eau dans le profil du sol. Hein. Et c'est pour ça, c'est très important d'avoir un sol qui est poreux. Déjà, l'autre raison, c'est que toutes ces bestioles qui vivent dans le sol, ils sont comme nous. Ils respirent de l'oxygène, ils expirent du gaz carbonique. Ils brûlent du sucre, de la cellulose. Hein. C'est-à-dire, ils fonctionnent comme nous. Alors, évidemment, s'ils veulent vivre là-bas, il faut que les fenêtres soient ouvertes et qu'il y a toujours de l'aération. C'est-à-dire il faut avoir un bon système de circulation d'air dans le sol, et c'est ça le rôle de ces galeries de vers de terre. Et puis, voilà. Et alors après, nous, on a toujours... La technique a toujours la solution parfaite. Le seul problème de la solution parfaite, elle coûte très cher. Hein. Le portefeuille se vide très vite avec les solutions parfaites, c'est-à-dire on va drainer un sol. Je ne dis pas, il y a certains sols, si vous ne les drainez pas, vous n'allez jamais rien avoir, parce que géologiquement, vous avez une situation où il y a toujours une cuvée d'eau, et si vous ne la percez pas, ça ne marchera pas. Mais dans beaucoup de cas, on fait du drainage où vraiment ce n'est pas nécessaire. On fait du drainage parce que le sol est colmaté. Hein. S'il était comme celui de Michel, on ne serait pas obligé de faire du drainage. À nouveau, une très grande économie. Hein. Trop vite là. Allez, reviens. Voilà. Alors évidemment, vous voyez ici aussi, c'est toujours ces galeries de vers de terre sont toujours un passage privilégié pour les racines. Quand vous regardez de près une galerie, vous allez voir, elle est enduite d'une espèce de matière noirâtre. C'est-à-dire, c'est une matière organique très riche en nutriments. Moi, j'appelle ça c'est le biberon des jeunes plantules. Ça leur permet très vite de descendre, de trouver de l'eau, de trouver de la fraîcheur, etc. Mais quand vous avez une semelle de labour, évidemment, à nouveau, cette partie ne fonctionnera pas. Bon, ben voilà, c'est un peu montrer sa structure. Hein. En haut, très friable. Zone sableuse. Hein. D'ailleurs, il est dans une plaine. Il est dans la plaine du Rhin. Hein. D'ailleurs, souvent, et on verra ça tout à l'heure, il y a l'eau, hein, il est en plus en dessous du Rhin, hein, ce qui a été drainé, c'est un ancien marais hein, qui a été drainé. Souvent, il est en dessous, et puis au printemps, ça peut arriver que l'eau, ce n'est pas qu'elle vient dessus, elle stagne, elle vient dessus, par le dessus, par le niveau de la nappe phréatique. Voilà. Et puis après, en bas, hein, vous avez la zone à texture plus lumineuse et plus friable, perméable, etc. Voilà. Ben, ici, vous voyez la fameuse racine dont je me rappelais. Hein. D'ailleurs, on voit ça. Il y avait ça sur la couverture de TCS. Qui est abonné à TCS ici? Formidable. Il faudrait avoir 2 fois plus. C'est-à-dire, c'est une revue formidable. C'est vrai, elle est orientée agriculture conventionnelle, mais on voit de plus en plus des gens qui sont dans cette mouvance de semi-direct, de TCS, qui viennent aujourd'hui à l'agriculture biologique. Et souvent, c'est les meilleurs. Et pour moi, TCS, l'association base, vous avez une section base ici. D'ailleurs, Michel Rush est un des présidents, un des coprésidents de l'association base. On a environ 1000 membres et qui œuvrent dans la direction des TCS semi-directs et qui ont aussi une section bio. Et d'ailleurs, dans TCS, il y a toujours une section bio.
Voilà, hein, ça vous connaissez, hein, c'est-à-dire le turicule, c'est un très bon engrais NPK, naturel, stable. Il peut pleuvoir là-dessus tant qu'il veut, il ne sera pas lessivé, hein, il restera, il restera. Et même, on verra, on voit ça en culture, pardon, je ne suis pas très habile là. On voit même ça en maraîchage souvent, ou même aussi en grande culture, si on regarde de près, il y a des racines de plantes qui viennent directement se nourrir dans ces turicules. Et tout ça, c'est gratuit, hein, ça ne coûte rien. Hein. Ça coûte du travail, évidemment, il faut semer, etc. Mais okay, c'est comme ça se présente chez lui. Ici, les turicules de vers de terre, ça c'est à la fin de la culture de soja. Hein, vous voyez, il y a eu de l'ombrage tout l'été, hein, et puis la vie est restée très active. En plus, le soja perd des feuilles pendant toute la saison, c'est-à-dire il y a toujours suffisamment à manger pour nourrir tout ce petit monde. Ici, c'est au printemps, hein, avant de remettre en culture du maïs, hein, vous voyez comment ça se présente, et là, c'est un grossissement. C'est-à-dire, c'est carrément une couverture de turicule. Et chez les Vence, on a eu un agronome qui a fait une estimation que pendant une culture de soja, qui a commencé au mois de mai jusqu'au mois de septembre, les vers de terre ont apporté entre 1 cm et 1,5 cm de turicule. Vous faites le calcul avec la densité, etc. Vous arrivez à grosso modo 150 à 200 tonnes de turicule à l'hectare. Bon, pour ceux qui sont éleveurs, ils ont déjà charrié du fumier, ils savent exactement ce que ça veut dire. Hein, c'est-à-dire amener 150 tonnes de compost sur un champ, c'est pas aisé, quoi. Bon, moi je travaille depuis très longtemps avec Michel. Peut-être juste un petit historique pour moi, c'est-à-dire moi je travaille avec les Vence, hein, d'abord Manfred Vence, hein, certains d'entre vous connaissent le nom, Friedrich Vence, c'est son fils, hein, c'est des agriculteurs allemands qui sont parmi les premiers à faire un non-labour en agriculture biologique et du semi-direct. Et moi, je travaille avec eux depuis 1998 et à développer des techniques et des outils pour le travail superficiel, le semi-direct, etc. C'est des outils très polyvalents. D'ailleurs, les gens qui ont deux mains gauches et n'aiment pas boulonner, il faut surtout s'abstenir. Mais bon, lui, il a deux mains droites, hein, il a la chance, et alors il a construit lui-même un outil avec nos composants. Hein. On lui a fourni les composants, il a récupéré un châssis, je ne sais plus de qui, mais un châssis, disons, qui était à la ferraille. Et puis, nous, on lui a fourni les roues, les attaches-dents, non pas il les a fait selon le modèle qu'on lui a donné. Les dents viennent chez nous. Les dents, les pas de doigts, nous on utilise les mêmes pas de doigts, c'est des pas de doigts, disons des socs échangeables, c'est-à-dire sur le même outil on peut avoir un soc de semi-direct, hein, qui est très étroite, qui fait 1 cm ou même pas, et puis des pas de doigts jusqu'à 42 cm. Et ça va sur un adaptateur, alors ça se change très vite. Voilà, alors il a trouvé deux vieux semoirs à corps qu'il a adaptés. Hein. Nous, on travaille plus avec des semoirs mécaniques. Hein. Lui, il a trouvé ces deux semoirs-là d'occasion et il a monté ça sur le châssis. Et fonctionnellement, c'est exactement la même chose, même un peu mieux peut-être que les outils que Ecodine fabrique. Voilà, devant, pour le semi-direct, on met une rangée de disques devant, hein, qui sont tous sur un cylindre bloc, hein, pour que si c'était tout rigide, hein, dès qu'il y a un caillou, il y a tout l'outil qui est levé, hein, il faut évidemment. OK. Voilà. OK. Là, son outil, bon, il l'utilise pour scalper. Voilà, hein, vous le voyez là.
Ici, il fait du semi-direct directement dans un couvert. Ici, en l'occurrence, c'est de l'orge. Là, il a essayé de faire un semi-direct. Devant, c'est du seigle. Derrière, il a roulé. Ben, ça n'a pas marché. Toutes les graines étaient bouffées par des animaux. Ici, il a semé un semi-direct de l'orge dans un couvert. Et puis, vous voyez le sarrasin de l'année dernière, de l'année d'avant. Non, c'est de l'orge, je crois. Les graminées, non, le sarrasin de l'année d'avant a regermé, mais ça n'a pas vraiment mis la culture en danger. Bon, il y a un peu ici, et puis aussi, on regermait de l'année d'avant du triticale et des pois. Voilà. Voilà. Ici, il sème en direct du blé dans un couvert. C'est un couvert très... Ici, c'est surtout de la moutarde et des pois, je crois. Okay, je ne peux pas vous dire exactement. Voilà, semi-direct dans le bleu et dans le couvert. C'est-à-dire là, il y a un passage terminé. Et puis, il y a toujours du gîte et du couvert, très important. Et puis, ça gère aussi les adventices. Voilà, là, c'est le blé, vous voyez, très bien installé. Et il y a toujours de l'ombre, il y a toujours de l'ombre sur le sol. Voilà, c'est le rouleau qu'il a construit, c'est un peu selon notre modèle. Voilà, et là, il roule un couvert au printemps qui a gelé après l'hiver de 2012. Ça, c'est pour préparer le sol après, soit pour du soja ou pour du maïs. Voilà, il scalpe. Voilà, vous voyez toujours, il y a de l'activité, il y a les vers de terre. Voilà. Voilà, il y a les cigognes, je ne sais pas, vous en avez ici. C'est le symbole de l'Alsace. Il travaille aussi, c'est des choses aussi autoconstruction. Il prend des éléments de certains fabricants, ça vous connaissez peut-être ça. Il a combiné les deux et il fait ça en désherbage, préculture, parfois juste un jour après avoir semé. Voilà, vous voyez les... Mais vous voyez, assez grossier. Normalement, on voudrait avoir plus fin. Toujours, ces lits de semences sont assez grossiers. Mais justement, il ne veut pas casser les agrégats. Voilà, vous voyez un grossissement. Et toujours, la végétation reste en surface. Là, il sème du trèfle ou des petites graines dans le maïs lors d'un binage. Là, il sème triticale pois. Le triticale pois, je crois, le pois, il le met l'un, il met en surface. Non, je crois les deux. Il les sème ensemble, probablement dans la même trémie. Et souvent, il repasse avec une bêche roulante derrière pour légèrement enterrer les graines. Voilà, c'est sa culture triticale pois. Et à côté, son soja. C'est-à-dire aussi, c'est quelqu'un qui ne refuse pas de biner quand il le faut, surtout pour les cultures d'été. Ici, c'est un couvert régénérateur de sol, comme il y a beaucoup de... ça, c'est un couvert d'été, si vous voulez. Il y a beaucoup de sorgho là-dedans. Après, il y a plein d'autres choses. Il y a tournesol, etc., etc. Ça, c'est une expérimentation pour récupérer un sol où il avait énormément de salissement par rapport à du rumex et des chardons.
Et en une année, il est venu à bout de ça. Hein. Il a beaucoup travaillé son sol jusqu'au mois de juin, et après, il a mis son couvert, et puis il était à peu près tranquille l'année d'après. Ici, c'est du soja. Hein. Là, c'est aussi sa bineuse. Hein. Il est assez perfectionniste sur le binage. Voilà, ça, c'est son soja en 2014. Attendez, hop, voilà. Un élément important, hein, c'est le soufre qui souvent manque avec le soja. Hein, et vous voyez déjà la différence. Hein. Là, il en manque, et là, il y en a assez. Et puis, ça vient d'un travail qui a été fait chez les Wentz 1 an ou 2 ans avant. Et que vous voyez ici, et vous regardez la différence. Là, c'est 25 kg de soufre. Ça a donné 34 quintaux, sans soufre 19. Hein, c'est-à-dire plus de 60% plus de rendement grâce au soufre. Bon, après, on pourrait dire la soufre, c'est un élément chimique, hein, si on veut. Alors, pas tout est mauvais dans la chimie, hein, faut pas, voilà. Mais c'est un élément qui est autorisé. Souvent, c'est du soufre volcanique, hein, on peut dire c'est un produit naturel. Mais les plantes aussi, ils ont besoin de certains minéraux. Et quand ils manquent, il faut les amener d'une manière ou d'une autre. Et parfois, la voie de la chimie n'est pas forcément la pire. Voilà. Et puis là, c'est ici, bon, le soufre à la base, c'est pas un soufre soluble, sauf dès qu'il y a de la pluie qui tombe dessus, hein, ça fabrique disons, de l'acide sulfurique, du SO4, etc. Semis après soja, voilà. C'est-à-dire, derrière le soja, il met le blé en direct à l'automne. Oh. Ouais, voilà. Il a toujours un petit problème de gaillet. Voilà. Hein. Il y va. Fait la grève. Ah, ouais, non, il est bien. OK. Alors, là où il y avait dans ce blé, d'un côté, il y avait un couvert avec, de l'autre côté, non. Là où il y a un couvert, il y avait tellement d'ombre que le trèfle n'a pas survécu. Hein. Là, il était en train de semer du trèfle. N'a pas survécu. Et là où il n'y avait pas de couvert, le trèfle a survécu. Et après, bon, ici, la récolte, hein, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à dire. Et 41 quintaux à l'hectare. C'est-à-dire, il a toujours de très bons rendements aussi. Là, ici, c'est du maïs. Et derrière le maïs, il sème ici de l'épeautre à nouveau en semi-direct. Hein. Derrière le maïs, la récolte tout de suite, il sème ça à la volée. Après, il passe avec la bêche roulante. Voilà, vous voyez comment ça se présente. Et là, vous voyez, l'épeautre est en train de lever. Soja en 2015, une très bonne année, hein, c'est-à-dire, voilà, petit accident, hein, l'eau d'en bas est venue vers le haut, hein, c'est la nappe phréatique qui est montée, ça a duré pendant 4-5 jours, et malgré ça, hein, vous voyez, le soja a un peu souffert, là, hein, vous le voyez, mais grosso modo, il a tenu le choc, hein, vous voyez, un très beau soja. Voilà, énormément de gousses, hein, énormément de gousses, même en conventionnel, c'est rare de voir ça. Et ça, c'est très rare de voir aussi. Hein, voilà, très rare de voir. Et d'ailleurs, lui, c'était le premier surpris.